is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Vous avez sûrement déjà vu cette image, sur Internet ou sur des t-shirts, cette image où Dark Vador, tendant son bras, un gâteau à la main, dit « Viens du côté obscur, on a des cookies ». Eh bien aujourd'hui, je vous propose une autre version, plus locale, qui pourrait se résumer ainsi « Viens du côté obscur, on a de la poutine ». Car oui, à ma grande surprise, il y a un vrai côté obscur au Québec. Bon, je vous rassure, je ne suis pas complètement tombé de l'arbre. Je me doutais bien avant de venir qu'il n'y avait pas que des gentils Québécois, respectueux de la loi et du bien public. Ah non. Mais il n'en reste pas moins que l'une des premières choses qui vous saute aux yeux en posant les pieds ici, c'est bien la gentillesse, l'accueil, la bienveillance des Québécois en général. Le tout enrobé dans une formule qui pourrait être gravée sur toutes les plaques minéralogiques ici, pas de chicane, qui fait que tout ça baigne dans un consensus qui a une sorte de valeur cardinale au Québec. Alors oui, je ne m'attendais pas à vivre au pays de oui-oui, mais je ne m'attendais pas non plus à m'asseoir à la table d'Al Capone. Comme quoi, les a priori peuvent être trompeurs. Comme quoi, cette émission va être absolument passionnante. Celui qui va nous conter l'histoire de cette face plus ou moins cachée du Québec a lui aussi de multiples facettes. Principalement connu comme l'une des plus grandes voix du journalisme sportif québécois. Il est aussi romancier, animateur, producteur, etc. J'aurais pu vous faire la liste, mais rien que la lecture de son profil sur Wikipédia m'a pris à peu près 2 heures. Mais, et c'est ce qui nous intéressera le plus aujourd'hui, il a aussi été journaliste au service judiciaire pendant près de 12 ans, il me corrigera si je dis des bêtises, et a couvert les plus grandes affaires, et on a sorti 2 livres qui retracent l'histoire du crime organisé, oui, j'ai bien dit du crime organisé au Québec. Celui qui nous tend son bras aujourd'hui pour nous inviter à le rejoindre du côté obscur du Québec, c'est Charles-André Marchand. Salut Charles-André. Bonjour Jean-Philippe. Michel, mais c'est pas grave. Jean-Michel, désolé. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Comment vas-tu bien? Moi, ça va très bien, on attend les vrais premiers signes du printemps et puis ça va aller encore mieux, même si on en a eu un avant-goût il y a quelques semaines. Ah oui, on a même eu un très très bel avant-goût. Amis français ou belges qui nous écoutaient, sachez qu'il y a quelques jours, alors que je regardais un match de football du Paris Saint-Germain qui se jouait par une température ressentie de -5 avec de la neige, nous il faisait, puisque c'était l'après-midi, allègrement 26 degrés au compteur. Et voilà, on m'avait promis qu'en allant au Québec, je me pèlerais toute l'année. Et voyez-vous, en fait, c'est ici qu'il fait le plus beau.
Et voilà. Bon, ceci dit, Charles-André, on n'est pas là pour jaser, pour jaser météo, mais tu as plein de choses à me raconter. Parce que franchement, je suis allé de surprise en surprise. Alors, quand je suis tombé sur ton bouquin, complètement par hasard, parce que j'aime passer mon temps dans les librairies ou dans les rayons de livres, parce que beaucoup de librairies ont été fermées ces derniers temps. Oui. Je suis tombé sur ton livre et j'ai fait, ça faisait 2 semaines que j'étais arrivé. J'ai fait, Québec. Pourquoi donc ai-je tant de mal à associer ces 2 mots ensemble? Mon premier réflexe, c'était d'en parler à des amis. Oui. Et tout de suite, eux, ils m'ont dit « Ah ben oui, mais tu comprends, c'est parce que ça vient des États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu la prohibition et quand ils n'avaient plus le droit de rien faire, hop, Montréal a été un point de repli et en gros, on est venu installer la consommation d'alcool, la prostitution et tout ce qui va avec ici à Montréal. » Sauf que en lisant ton livre, et en l'occurrence, pour avoir cette information, ça ne demande pas beaucoup d'efforts car c'est écrit dès le sous-titre. On comprend que cette histoire sombre, mafieuse, en tout cas du Québec, a commencé beaucoup plus tôt, dès la Nouvelle-France, je crois. Tout à fait, tout à fait. N'oublions jamais que on nous a raconté de façon très romancée l'histoire des pirates et des corsaires. Et je dirais que ce sont eux les ancêtres du crime organisé. Je fais l'analogie, par exemple, dès le départ, entre le drapeau noir des bateaux pirates et la tête de mort et l'emblème un peu effrayant des Hells Angels, ce crâne avec les ailes de l'enfer. Et c'est le même type de symbole. Le but, c'est d'effrayer les autres, c'est de terroriser, c'est de montrer que l'on est supérieur, que l'on est les forces du mal. Les gens tremblaient quand ils voyaient les bateaux pirates. Mais ce que les gens oublient, c'est que même les corsaires, qui eux étaient, entre guillemets, des pirates, mais payés par les souverains d'Europe, que ce soit le roi de France, le roi d'Angleterre, le roi d'Espagne, le roi du Portugal, ils étaient financés pour aller piller les bateaux ennemis. Surtout qu'à ce moment-là, on commençait à convoiter la Nouvelle-France. Et puis la Nouvelle-France, c'était l'Amérique au grand complet, qui était un territoire relativement vierge et encore très prenable. Alors, les approvisionnements qui entraient ou qui sortaient de ce nouveau territoire, on mandatait des corsaires à piller les bateaux ennemis. Or, les corsaires devaient rapporter presque 90% de ce qu'ils ramassaient au royaume. Mais c'était des forbans. D'Iberville n'était pas le personnage magnifique que l'on a vu dans l'histoire. D'ailleurs, il a terminé dans le déshonneur à la fin de sa vie. Et puis, sa femme a été ruinée par la couronne de France parce qu'il a pillé plus qu'il ne l'aurait dû. Mais c'était des pirates légitimisés. Alors, c'est des pirates légaux. Oui, puis à l'époque, il ne faut pas oublier que c'était un peu comme sera plus tard le Far West aux États-Unis. L'île de Terre-Neuve, par exemple, c'était l'endroit idéal pour que tous ces forbans puissent se cacher. Les eaux étaient peu profondes. Alors, ils avaient des petits bateaux qui n'avaient pas besoin d'un grand tirant d'eau. Alors, les grands navires européens qui pouvaient les attaquer, s'enlisaient, s'embourbaient et devenaient des proies faciles. Et c'était le nerf de la guerre à ce moment-là. C'était des guerres larvées, des guerres cachées. Et puis, quand on donne une licence à tuer à des êtres humains, il y a des risques de dérapage. Alors, le début était tout là. En fait, ce que l'on voulait, c'est qu'on convoitait la richesse. N'oublions pas que Jacques Cartier arrivait ici croyant trouver de l'or en Europe. Ils se sont bidonnés quand on s'est rendu compte que ce qu'ils ramenaient, c'était de la quincaillerie, c'était n'importe quoi. On parlait de l'or de Jacques Cartier. C'était un sujet de dérision dans les grandes cours de France. Il a fait rire de lui ce que l'histoire oublie de nous raconter. Mais on a oublié pas mal de trucs sur Jacques Cartier, je crois. Ouais, je pense qu'on a oublié pas mal de trucs sur pas mal de supposés héros. Je pense à Robert Val, je vous parlais de d'Iberville. Je pense qu'on a oublié plutôt de trucs parce que ça convenait un peu moins, ça faisait mal paraître les pouvoirs de l'époque. Et il y avait bien des gens qui avaient des intérêts à... Puis encore aujourd'hui, n'oublions pas que les historiens marchent toujours avec certains sur des œufs parce qu'il y a des susceptibles que l'on ne veut pas froisser. Ça n'a pas changé en 2021. Alors, limite, ça s'est empiré. Oui, c'est ça. Alors, mais c'était plus facile à l'époque de changer l'histoire. Le rôle qu'on a donné, par exemple, aux sauvages, qui était complètement, comment dirais-je, disproportionné.
c'était une façon, on était là pour les convertir, pour les évangéliser, alors que c'est pas vrai, on était là pour les piller, on était là pour les expulser, les exproprier, de la même façon que les moines blancs qui débarquaient en Afrique, leur but n'était pas de christianiser l'Afrique, leur but c'était d'aider les empires coloniaux à s'installer et à prendre toutes les richesses de l'Afrique et à dépouiller le peuple. Alors, il n'y a rien qui a changé. C'était le colonialisme à l'état pur. Ok, ça c'est la partie colonialisme, donc comme tu le disais, on va dire les actes illégaux mais légalisés. Voilà, j'ai ma carte de bandit et de forban, j'ai la carte signée du roi. À partir de quel moment, on va dire toute la piraterie et ce qui viendra plus tard, les actes mafieux ont pris leur indépendance. Ce qui je comprends bien au début, c'est quand même clairement soutenu par les empires royaux, les empires européens. Oui. Voilà, qui font une guerre à distance et tout. Sauf qu'à un moment donné, ça a pris son indépendance, toute cette petite chose-là. C'est qu'à un certain moment, là, il y a eu une cristallisation des territoires. Alors, la France a pris possession de Québec, de Montréal, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Il y a eu des territoires dans l'ouest du Canada et des États-Unis qui sont restés vierges. Les Anglais avaient des velléités sur certaines zones du nord-est américain. Les Portugais et les Espagnols se concentraient plus vers le sud de l'Amérique. Alors, les territoires ont commencé à s'établir de façon peut-être un petit peu plus limpide et il y a eu une relative accalmie. La piraterie est devenue passée date parce que là, il y avait vraiment des forces armées en présence un peu partout en Amérique et là, les pirates ne faisaient plus le poids. Et puis, les corsaires, ceux qui voulaient rester, ils devenaient au service du roi, mais cette fois comme explorateurs. Comme gens qui allaient défricher les nouveaux territoires, découvrir les nouvelles rivières et tout et tout. Alors, certains ont fait une conversion en ce sens-là et se sont réhabilités auprès du roi ou des rois et des empires qui, à ce moment-là aussi, n'oublions pas qu'en Europe, c'était mouvant. Là. Il y avait différentes guerres, différents conflits. Oui, les territoires de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, des Pays-Bas, ça changeait. Et puis, il y avait des alliances qui ne cessaient de se faire, de se défaire, des mariages entre différents royaumes. Alors, ça se reflétait chez nous aussi, inévitablement. Il y avait un impact. On ne le savait pas, mais on était un peu tributaire de ce qui se passait outre-mer, outre-Atlantique. D'accord, ok. C'est vrai que j'essaye de faire des liens entre des ponts, en tout cas entre les différentes émissions. Il y a quelques temps de ça, j'ai enregistré une émission qu'on appelait Histoire du Québec avec Éric Bédard. Oui. Et il m'expliquait que dans l'histoire de la France au Québec et puis de l'Angleterre aussi au Québec, après du Royaume-Uni, en tout cas de la France, il y avait eu un espèce de stop and go. C'est-à-dire que par moment, la France était là et avait de grosses ambitions très présentes et était assez autoritaire. Et puis après, elle se retirait un petit peu parce que justement, comme tu le disais, en Europe, il y avait d'autres sujets, des choses comme ça qui étaient plus importantes. Donc le Québec, voilà, c'était loin et tout. On laissait un petit peu faire. Et je me demandais si justement si le développement à un moment donné de la PEG, pour reprendre le titre de ton livre, avait pas été favorisé par cette absence, enfin par ce manque un petit peu de présence continue d'un État fort. Parce que pour moi, le grand mystère, ça reste pourquoi au Québec plus qu'ailleurs. Au Québec, je dirais que c'était partout ailleurs aussi, parce que c'est l'urbanisation qui est toujours au centre de tout. On ne réinvente pas la roue, nos ancêtres n'étaient ni plus ni moins vertueux que nous. Le crime organisé s'est toujours implanté dans les grandes villes anonymes, et ça a été vrai tout au long de l'histoire. Quand les villageois étaient protégés par la mafia italienne, et ils étaient protégés par la pègre marseillaise, par la pègre française. Ils étaient protégés aux États-Unis par les différents groupes de pègres, que ce soit les Irlandais, que ce soit la mafia qui arrivait souvent de Sicile et de Calabre, qui fuyaient des régimes d'oppression. Alors, mais on se retrouvait dans l'anonymat des grandes villes. Et dans l'anonymat des grandes villes, je dirais que la tentation du mal est beaucoup plus grande. Dans un petit village, aller aux putes, tout le monde se connaît, tout le monde sait tout le monde sait quoi. Hein? Aller picoler, avoir des problèmes de jeu, des problèmes de drogue. Dans le petit village, c'était vrai au 17e, 18e, 19e siècle, et ce l'est encore au 21e siècle. Les gens se connaissent et puis on sait qui sont les mauvais garnements et puis les filles de mauvaise vertu. Alors que dans les grandes villes, il y a l'anonymat.
il y a un multiculturalisme qui déjà existait ici en Amérique, que ce soit à New York, que ce soit à Montréal. Les Italiens débarquaient, les Chinois qui venaient aider au développement des chemins de fer, les Juifs qui quittaient des régimes oppressifs en Europe de l'Est. Bref, il y avait toutes sortes d'une diaspora qui commençait déjà à se créer dans les grandes villes d'Amérique. Et il y avait évidemment la tentation de la grande ville. Ça, c'est l'autre aspect. Des jeunes filles qui se disaient, bon, ben moi, les mecs dans mon village, ce sont tous des perdants. Je n'ai rien à foutre ici. Je vais aller faire fortune à Montréal. Je vais aller me trouver un mari. Je vais aller dans la grande ville, me trouver un boulot. Puis souvent, elles arrivaient ici seules. Et le modus operandi n'a toujours pas changé. Il y avait un bon protecteur, un bon samaritain qui prenait la jeune fille sous son aile, qui était souvent un peu naïve et qui, de fil en aiguille, se retrouvait forcée, malgré elle, à commettre des actes qu'elle n'aurait pas commis, mais qui se retrouvait dans une position de vulnérabilité. Et c'est ainsi que, ma grande surprise dans la recherche de Pègre Québec 1, ça a été de voir que au début du 20e siècle, il y avait peut-être 800 bordels à Montréal. Je pense qu'en 2021, il n'y a pas ça au Québec. Vous allez me dire que l'Internet a changé la donne et tout, mais quand même, 800 bordels à Montréal, qui était une petite ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, qui était une ville, comme disait Mark Twain, au sans-clocher, où on ne peut pas lancer une pierre sans briser un vitrail, qui semblait tellement puritaine selon l'histoire officielle qu'on nous a enseignée. Il y a quelque part des grands-pères et des arrière-grands-pères qui avaient bien des péchés à se faire pardonner. Parce que 800 bordels, il fallait bien que quelqu'un les fréquente. Oui, c'est sûr, c'est du business. Ben oui, c'était du business. Et puis bon, avec ça, arrivaient tous les autres problèmes. L'alcool, tu as parlé de la prohibition. C'est sûr que la prohibition a aussi, aux États-Unis, favorisé l'essor du crime organisé. La famille Bronfman, par exemple, qui a commencé à faire sa carrière dans l'hôtellerie dans l'Ouest canadien, en arrivant justement de pays de l'Est, et qui étaient d'abord des hôteliers, se sont rendus compte qu'il y avait un gros business à faire avec l'alcool, avec les bars. Et soudainement, se sont rendus de fil en aiguille à faire de la distillerie, non seulement à importer d'Europe des grands scotch, des grands vins, des grands alcools, mais ont décidé d'en faire eux-mêmes. Et d'autres familles ont continué à le faire. La famille Weiser, par exemple. À l'époque, c'était toléré au Canada. Il commençait à y avoir le mouvement de la tempérance aux États-Unis puis au Canada anglais. Mais le Québec a toujours été beaucoup plus permissif. Et ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que si le Québec était permissif, c'était avec la complicité de l'Église catholique. J'explique. Oui, j'explique parce que on ne voulait pas que le gouvernement aille devenir, comment dirais-je, moniteur comment dirais-je, on ne voulait pas que l'État s'insurge, oui, dans la moralité des ouailles catholiques. C'était l'apanage de l'Église catholique. C'était au prélat de l'Église catholique de s'assurer de la bonne conduite de ses ouailles. C'était aussi une façon à l'Église catholique de résister au mouvement protestantiste. On ne voulait pas céder de pouvoir politique aux protestants. On ne voulait pas perdre ce pouvoir-là. Au contraire, on le négociait. On disait, vous ne connaissez pas nos ouailles. Nous, on les connaît. On va les contrôler. On va leur parler du péché mortel. On va leur parler du péché de la chair. Il n'y a pas de loi qui va les encadrer. Nous, on s'en occupe. Mais on a aussi fermé l'œil et on a dit, on va regarder certains quartiers clos, comme le Red Light, en se disant, tant que c'est circonscrit, il n'y a pas de souci. On n'a qu'à dire à nos bonnes ouailles, pendant le midi du dimanche, n'allez pas dans le Red Light, qui était un quadrilatère bien défini dans le centre-ville de Montréal. Alors, n'y allez pas parce qu'il y a la tentation, c'est l'endroit du vice, il y a la prostitution, il y a les paris illégaux, il y a les tripots, il y a les barbottes où on avait des paris, il y avait les bars illégaux, les alambics. Alors, des endroits qui n'étaient pas réglementés, qui étaient un petit peu glauques. Et évidemment, la tentation, les chauffeurs de taxi les chauffeurs de taxi, plus tard, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelqu'un débarquait à la gare de Montréal ou au port de Montréal, embarquait dans le taxi, il disait « je vais aller à l'hôtel Windsor », et puis tout de suite, on lui remettait des cartes d'affaires de prostituées en leur disant « si tu veux passer un bon temps à Montréal, alors voici une bonne adresse, va voir telle madame, et puis fais-lui confiance, dis-lui que c'est moi qui t'envoie ». Et évidemment, lui, il avait une ristourne. Alors, puis ça a commencé bien avant les taxis, les chauffeurs, ceux qui avaient des calèches. Alors, les cochers des calèches faisaient la même chose. Alors, c'était devenu même une marque de commerce de Montréal.
Et à un certain moment, les politiciens disaient, oui, mais ça nous distingue de Toronto la pure. Ça nous distingue des grandes villes américaines qui sont sous la prohibition. Nous sommes le Paris nord-américain. Nous sommes la ville de tous les plaisirs, de tous les péchés. Et effectivement, les touristes d'Amérique du Nord, que ce soit de l'Ontario ou du nord-est des États-Unis principalement, débarquaient à Montréal pour se saouler à la gueule, s'envoyer en l'air et profiter de tous les plaisirs de la vie qui ne leur étaient pas permis chez eux. Et ça a fait en sorte qu'au fil des ans et des décennies, Montréal est devenu une sorte de plaque tournante. Parce que n'oubliez pas que la drogue provenait d'Europe. Les grands trafiquants de drogue étaient basés soit en Suisse, en Allemagne ou en France. Ils s'approvisionnaient évidemment du Cachemire, de l'Afghanistan, des pays de l'Inde, mais ça transitait pas de la même façon qu'aujourd'hui. Et Montréal devenait une plaque tournante parce que Montréal est évidemment un carrefour ferroviaire, un carrefour maritime qui permettait donc les conteneurs. C'est pas d'hier que le port de Montréal est une plaque tournante de la drogue et des armes prohibées et de l'alcool illégal. C'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est un phénomène qui remonte à très loin. J'avais un collègue, un ancien ministre du gouvernement québécois, Jean Cournoyer, pour ne pas le nommer, puis il disait souvent, tu sais, Charles-André, plus ça change, plus c'est pareil. Puis il avait entièrement raison. On a souvent, et je trouve que c'est là où c'est amusant de faire cet exercice-là, c'est de voir à quel point on pense que dans le temps, c'était bien mieux. Dans le temps, les gens étaient plus honnêtes, les gens étaient plus ci, étaient plus ça. Ça oui. Et on se raconte un peu des histoires. Oui, on se fait du bien. J'aime quand même beaucoup cette idée de dire que tous les dimanches matins à la messe, on vous expliquait ce qu'il fallait pas faire, en prenant bien soin de vous expliquer tout ce que vous aviez la possibilité de ne pas pouvoir faire, en vous expliquant où vous pouviez le faire, limite en vous donnant une ristourne. Mais c'était la grande hypocrisie de l'époque. C'était la grande hypocrisie de l'époque. De la même façon que on tolérait, par exemple, les bordels dans le Chinatown, mais on disait aux catholiques et aux blancs en général, n'allez pas là. Ils vont corrompre vos femmes, ils vont vous donner des maladies infectieuses, ils vont vous corrompre, ils vont corrompre vos mœurs. Ces gens-là n'ont pas d'âme, ces gens-là ne sont pas de bons chrétiens. Et puis ça aussi, c'est un autre facteur qui est très intéressant parce que le crime organisé, de toujours, a toujours utilisé les faiblesses. Qu'est-ce qu'a fait la force de la mafia italienne en Italie? C'est que on disait protéger les paisanos. On se voulait les défenseurs de ces villageois qui étaient ostracisés par des monarques ou des oligarques dans leurs différents villages. Et la mafia était une sorte de Robin des Bois qui se disait « Nous, on va vous protéger contre ces brigands qui vous prennent tout votre argent, qui vous prennent votre pain, qui vous prennent votre beurre, vos terrains, qui vous empêchent de vivre. Nous allons vous protéger. » Mais c'est encore de ce jour, par exemple, les prêts usuraires. Qui va avoir un usurier? C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il n'y a pas une banque qui va lui prêter de l'argent, qu'il n'y a personne qui veut l'aider. Alors, il se remet aux usuriers parce que c'est un dernier recours, parce qu'il a l'impression que, enfin, et puis, je l'ai vu dans ma carrière de journaliste au XXe siècle, les usuriers, ils se font toujours passer pour le bon gars. Moi, j'ai déjà entendu un usurier me dire, tu sais, moi, Charles-André, quand le mec a besoin d'argent pour acheter des bottes aux enfants ou pour mettre de la nourriture sur la table, je lui donne un intérêt inférieur à ce que la banque va lui offrir. Mais je préviens sa femme, si je le vois à la taverne, eh ben là, le taux d'intérêt va exploser. Il se faisait une sorte de morale élastique c'est ça. En se disant, moi, je suis là pour vous aider, mais n'allez pas picoler avec l'argent que je vous ai prêté, parce que là, vous allez payer pour. Ce sont des engrenages dans lesquels, on dit souvent, tu sais, avec le crime organisé, dès que tu mets le doigt dans l'engrenage, ton bras au complet risque d'y passer assez rapidement. Ouais, c'est fou. Et avec une échelle de valeur qui est complètement différente de celle qu'on connaît, quoi. On pourrait dire une échelle de valeur atrophiée. C'est ça. Mais c'est ça, c'est tout ce processus-là. Et puis, bon, j'ai fait Pègre Québec 1, j'ai publié, bon, dans cette pandémie, Pègre Québec 2. Je suis présentement dans l'écriture très active de Pègre Québec 3, qui va s'intéresser plus à la période de 1949 au début des années 80, la transition entre la mafia, les différentes pègres à Montréal et les Hells Angels.
Et puis par la suite, le Pègre Québec 4, le Pègre Québec 4, ça va être vraiment les années Montboucher où là, on a divisé le territoire de Montréal, on a divisé le territoire du Québec et ça a créé une guerre. Moi, je donne souvent l'image que la période des Hells Angels au Québec, c'est quand Montboucher a décidé qu'il voulait avoir l'hégémonie du Québec pour le trafic de drogue, notamment de cocaïne et d'héroïne. Or, il y avait un peu partout au Québec et surtout à Montréal des clans qui contrôlaient leur quartier, qui étaient bien installés dans Saint-Henri, qui étaient bien installés dans la Pointe-aux-Trembles, qui étaient bien installés dans le West Island, qui étaient bien installés à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Laval, à Québec. Mais Montboucher, lui, sa vision, c'était que les Hells Angels contrôleraient la drogue à travers le Québec. Partout. Je donne l'exemple de Walmart qui s'installe un peu partout en Amérique en se disant on va tuer tous les commerces indépendants. Et que les commerces indépendants ont décidé de s'unir pour faire front commun contre Walmart, en l'occurrence les Hells Angels, en devenant, ou en s'associant avec les Rock Machines, puis éventuellement les Bandidos. Et on a parlé à tort des Rock Machines, des Bandidos, comme étant une bande rivale. C'était pas vrai. C'était tout simplement une gang de petits indépendants qui voulaient protéger leur fief, leur quartier, leur contrôle sur le quartier, en évitant que le rouleau compresseur des Hells Angels vienne les expulser. Et certains même se sont joints aux Hells Angels par dépit en se disant OK, ça vaut pas la peine. Si on ne peut pas les battre, on va se joindre à eux. Et c'est arrivé particulièrement au Québec où là, les groupes organisés étaient beaucoup plus faibles, étaient beaucoup plus moins nombreux. Et dans Montréal, il y a eu une résistance un peu plus de la mafia, mais les Hells étaient assez intelligents pour faire des alliances avec la mafia italienne, pour justement avoir une espèce de complémentarité avec elle. Et tout au long de l'histoire, on verra que d'ailleurs la mafia a toujours joué un rôle à Montréal et à certains moments, c'était les commandes. Nous étions des succursales pour la mafia de New York, de Buffalo, de Chicago. Ils sont pas très loin, hein, toutes ces villes-là sont vraiment pas très loin. Non, c'est ça. Puis comme Montréal était une plaque tournante, et comme nous avions accès aussi avec des réserves autochtones qui n'avaient pas vraiment de frontières aussi balisées que les frontières canado-américaines, c'était des passoires. Akwesasne, c'est depuis toujours une passoire pour le crime organisé entre le Québec, l'Ontario et l'État de New York. Alors, on n'invente pas la roue, hein. On ne réinvente pas, mais c'est agréable de pouvoir se replonger dans cette histoire et de réaliser à quel point tout est dans tout. il y a vraiment des liens que l'on peut faire avec le passé. Ouais, et tu disais, c'est bien de se replonger dans l'histoire, mais parmi les choses qui m'ont surpris, moi, depuis que je suis arrivé, c'est que ça reste une histoire extrêmement actuelle. Et alors, pour le coup, je pèse véritablement mes mots, puisque, allez, il y a quoi ? Il y a une dizaine de jours, il y a eu un assez long article dans le Journal de Montréal qui faisait le portrait des nouveaux Hells Angels. Oui. C'est à cette occasion que j'ai appris que assez récemment, début des années 2000, je crois qu'il y avait eu une grosse opération de la police pour essayer de mettre à mal cette organisation mafieuse, qu'une partie de la tête se retrouve aujourd'hui en prison, mais pas tous, et que ceux qui survivent maintenant ont pris une autre forme et restent très actifs, dis donc. C'est que le crime organisé, c'est un business qui est très lucratif. Ce sont des milliards de dollars qui sont engrangés à l'échelle planétaire. Le trafic de drogue, c'est incroyable. Moi, j'ai vécu les années 80 à la radio, à la télévision, où il y avait beaucoup de gens qui consommaient de la cocaïne. Quand j'ai couvert les procès des Hells Angels après le printemps 2001, j'étais très étonné de savoir qu'ils se vendaient encore pour des millions et des millions de dollars de cocaïne à Montréal. Je ne connaissais plus personne qui se bourrait le nez avec de la poudre. Je n'en connaissais plus. C'était pas assez mode à mes yeux. C'était quelque chose de passé qui était l'époque disco, les époques des années 80. Or, je me trompais allègrement parce que c'était une des plus grosses sources de revenus des nomades qui étaient le groupe indépendant de Montboucher des Hells Angels, qui était justement, comme le nom le dit, des nomades. Donc, ils avaient un contrôle à peu près partout sur le territoire du Québec. Et la mafia italienne également, la mafia italienne a refusé de faire dans le trafic de stupéfiants pour des raisons familiales, des raisons religieuses, des raisons éthiques, des raisons... Éthiques morales.
Ben oui, morale, tout la ça. morale élastique dont tu parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est là où la mafia, certains, a eu des égards, a eu des alliances avec les Hells Angels pour leur faire faire le sale boulot. Faire faire le sale boulot de trafic de stupes, de faire des liens avec les cartels colombiens, avec les cartels un peu partout dans le monde, avec la pègre sicilienne, la pègre marseillaise. Donc, on laissait la mafia, les Hells Angels s'occuper de ce sale boulot. Et de la même façon qu'à un certain moment, ben, les Hells Angels, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier dans le crime organisé, il y a le phénomène de l'embourgeoisement. La vieille mafia, le grand-père apprenait à son fils comment devenir un bon soldat. Et le père montrait à son fils la même chose. Mais à un certain moment, ces gens-là ont fait tellement d'argent que les fils, ben, ils allaient à l'université. Ils devenaient des avocats éminents, devenaient des médecins, devenaient tantôt des hommes d'affaires, devenaient... Et là, ben, la dernière génération, comme nos parents, vous souhaitaient une meilleure vie à leurs enfants en se disant, ben, ne galérez pas comme nous avons galéré, faites des études, réussissez votre vie, soyez d'honnêtes citoyens. Mais là, on s'est retrouvés parce que la base de la mafia, c'était quoi? C'était la familia. Mais quand tu te coupes de ces nouvelles générations en disant, non, non, moi, mes enfants, mes petits-enfants ne feront pas ça, à qui tu passes le flambeau? Oui. Parce que la business doit continuer. Et oui, alors, c'est là où tu commences à t'acoquiner avec les gangs de rue. C'est là où tu commences. Là, tu as des alliances qui sont hallucinantes. Quand je voyais les Hells Angels puis la mafia italienne, deux organisations non seulement criminelles, mais profondément racistes, commencer à pactiser avec les gangs de rue de Montréal-Nord, tu te dis, oh, OK, on en est rendu là. Ouais. On en est rendu là. Quand le business prend le dessus. Alors, allez vendre de la drogue dans les écoles. Allez vendre de la drogue. Faites-vous prendre. Vous êtes les soldats de première ligne. Et puis nous, ben, on va récolter les fruits, mais on ne se salit pas les mains. On vous laisse ça. Et c'est aussi ça qui est à raconter. C'est drôle d'alliances, c'est drôle de mariages qui se font au fil du temps et puis qui changent l'allure. Mais plusieurs enquêteurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont policiers, qui ont enquêté sur le crime organisé, qui vont te dire, la mafia, le crime organisé, peu importe qu'on l'appelle, que ce soit la pègre irlandaise, la pègre juive, la pègre russe, la pègre, les triades chinoises, les Hells Angels, la mafia italienne, ou qu'elle soit calabraise ou sicilienne, c'est sans importance. Il y a du choix. Hein. C'est comme une hydre. Tu peux couper 3 têtes, il y en a 4 qui vont repousser. À chaque fois que tu fais une opération comme Printemps 2001, oui, tu les déstabilises. Oui, tu les neutralises, mais pour une période de temps limitée. Il y a trop d'argent dans la rue pour que tout le monde dise « Ah ben non, on abandonne, les boss se sont fait attraper, alors on va tous devenir d'honnêtes citoyens. » Ce serait rêvé. Oui, ce serait rêvé. Oui, mais non. Oui, mais c'est ça. Sur ce que j'ai vu, ils essayent surtout de rester des mafieux ou... ça, mais différemment, en essayant de trouver les moyens pour ne pas se faire choper comme se sont fait choper les précédents. Et ils changent de forme. En fait, il y a un policier qui m'a déjà dit la pire erreur de certains criminels, et ça a été le cas de Al Capone à Mom Boucher, c'est quand tu veux devenir un rockstar. Être criminel et rockstar, c'est incompatible. Quand tu penses que tu es intouchable et que tu peux te faire voir dans les galas de boxe, dans les grands cabarets avec les plus grands artistes de ce monde, quand tu penses que tu peux opérer de grands restaurants, frayer avec le jet set et que tu te sens invulnérable, c'est là que tu finis par commettre des gaffes. Un enquêteur m'avait déjà dit, le meilleur criminel qui existe, que ce soit à Montréal, à New York, à Paris, peu importe sur la planète, c'est le voisin idéal. C'est celui qui se promène en Armani à 4 000 $. C'est celui à qui tu confierais ta voiture. C'est celui à qui tu prêterais les clés de ta maison. C'est cet homme qui a l'air irréprochable, d'un homme d'affaires, d'une gentillesse, d'une politesse, qui vraiment, c'est ce gars, et dont les enfants sont tellement bien élevés, tellement polis, tellement gentils, que tu dis, ça, c'est un homme avec de grandes valeurs, de grands principes. Lui, tu ne le vois pas. J'ai un exemple qui me vient en tête. Il y avait un trafiquant de drogue qui s'appelait Maurice Meyer. Et d'ailleurs, j'avais fait un parallèle à l'époque dans un journal qui s'appelait Allopolis entre les deux Maurice Boucher et Maurice Meyer. Maurice Boucher qui était le gars flamboyant, le gars qui aimait les caméras, qui aimait se faire voir et qui aimait montrer sa supériorité.
et Maurice Meyer, qui était justement le mec en Armani, puis tout ça, et lui avait supposément, je pense que c'était à Belize ou quelque chose comme ça, une œuvre caritative pour les jeunes enfants de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Il avait un hélicoptère qui faisait régulièrement la navette. En réalité, il finançait des transactions, des déplacements de stupéfiants, de cannabis, de cocaïne, etc. Et les policiers étaient à ses trousses depuis 8 ans. Le mec, quand il voulait rencontrer quelqu'un pour discuter business, il allait à l'aéroport et il savait qu'il y avait 2 flics de la GRC qui étaient derrière lui et il prenait avec son ami des billets première classe pour la première destination venue. Il saluait les copains de la GRC, il montait à bord de l'avion, il faisait leur voyage, puis il revenait. Évidemment, les policiers, surtout la GRC, ne pouvaient pas dire Ils n'avaient pas les moyens. Non, ils n'avaient pas les moyens. Même s'ils avaient eu les moyens, il fallait demander des autorisations à leurs supérieurs. Tu ne peux pas arriver et dire, bon, patron, j'ai acheté pour 20 000 $ de billets d'avion première classe pour aller à Nassau. Je voulais être assis à côté de Maurice Meyer et de son acolyte pour savoir de ce dont ils discutaient. Et le mec, il revenait, et puis là, il voyait que les 2 flics attendaient toujours à l'aéroport, puis il leur disait, j'espère que vous n'avez pas trop attendu. Et puis, il se moquait d'eux, mais très gentiment. Et puis, la seule façon dont ils l'ont épinglé quelque part, c'est parce qu'ils ont trouvé que ses revenus étaient, son avoir était excessif à ses revenus déclarés. Alors, il a eu à un certain moment une amende de 800 000 $ à payer. Il a demandé au juge de façon très gentille à dire, écoutez, me donnez-vous au moins 60 jours pour la payer. Et le juge lui a dit, oui, il n'y a pas de souci. Et puis, mon collègue André Cédillo et moi, nous avions eu un doute. Et le lendemain, on est allé au primitif pour se rendre compte qu'il avait acquitté sa dette le lendemain matin. Oh, qu'est-ce que c'est que 800 000 $, franchement? Ben oui, mais c'est le genre de mec qui avait une grosse maison à Westmount, qui vivait une vie paisible, sans histoire, qui d'ailleurs, que je n'ai plus jamais entendu parler de ce mec-là. Mais qui va jusqu'à donner le change devant le juge en disant « Allez, soyez sympa, m'achevez pas s'il vous plaît, laissez-moi 60 jours. » Exactement. Mais ça, c'est un show de boucan, comme on dit chez nous, pour que justement, nous, les journalistes, on se garde une petite gêne, on disait peut-être qu'il n'est pas si riche que ça, peut-être que ses affaires n'allaient pas si bien que ça. Puis il y a toujours des fois le petit hamster qui tourne, puis tu dis « Attendez une minute, là. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. » Et puis aujourd'hui, évidemment, on s'entend que il y a beaucoup d'organisations criminelles ou de criminels, de familles criminelles, je vais dire ça comme ça, qui se sont légitimisées, qui se sont refaites une virginité. Je pense à la famille Kennedy aux États-Unis, qui étaient des bootleggers. La famille Bronfman, qui étaient des bootleggers, qui aujourd'hui, ce sont des citoyens au-dessus de tout soupçon et qui sont de grands donateurs. Même chose avec la famille Saputo, qui à un certain moment avait des liens avec le clan Bonanno, qui d'ailleurs... Famille Saputo, très connue, je fais juste une aparté, mais très connue ici à Montréal, qui possède Feu l'Impact Montréal, devenu le club de foot de Montréal. Il possède encore l'équipe, un géant du fromage, un géant de la laiterie au Québec. Mais le grand-père avait des associations un peu douteuses. Il est parti d'une petite fromagerie, d'une petite laiterie, et puis il avait un associé qui était carrément de la mafia du clan Bonanno. Et puis ça, c'est documenté. Bon, après ça, la famille, les fils et les petits-fils Saputo ont fait une entreprise qui est cotée en bourse, qui est maintenant est tout à fait légitime, qui est grand donateur à toutes sortes d'institutions. Sûr, ouais. Alors, il y a une évolution. Même chose pour les Rockefeller. Enfin, les grandes fortunes d'Amérique, plusieurs ont commencé sur, on va dire en anglais, on shady grounds. C'est ça. Et puis, c'est ça. À un certain moment, ils se sont légitimisés. Et puis, de la même façon que de plus en plus, les fils de la mafia italienne sont là pour avoir des entreprises qui deviennent des landromates, où on blanchit allègrement de l'argent, que ce soit des cinémas, que ce soit, peu importe, les industries, où on nettoie, on recycle l'argent pour en faire de l'argent propre et qui soit au-dessus de tout soupçon. Et... c'est marrant, ça me fait... Le crime a changé à ce niveau-là. Le crime a changé. Le parcours me fait un peu penser à cette série que tu dois connaître, Peaky Blinders. Oui. Où le héros commence vraiment dans des activités à 100% illégales et tout en menant, ça va pas franchement en s'améliorant, mais tout en continuant
un peu contraint et forcé ses activités mafieuses, il n'a de cesse que de chercher à anoblir, alors d'ailleurs, à s'anoblir vraiment lui, et à anoblir la famille et à faire en sorte que tout le business illégal se légalise petit à petit. Bon, je ne vous spoil pas la série, je ne dis pas forcément qui y arrive, mais il y a... Mais je dirais aussi que c'est le propre aussi de tous les self-made men qui ont commencé petits et qui ont bâti des empires. Ce peut être un Bill Gates, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a œuvré dans l'illégal. Ça peut être quelqu'un qui a commencé avec une épicerie de quartier et puis qui a commencé à développer son business. Moi, je me souviens, le propriétaire des restaurants Mike's, que tout le monde connaît au Québec, le premier Mike's, c'était à NDG, de quartier où j'ai grandi. Et puis, on allait chercher nos sous-marins là. C'est le seul restaurant qu'il y avait là. Puis mon père, qui est un entrepreneur qui a eu jusqu'à 90 employés, sortait de là puis écoutait le mec dire « Ah, moi, un jour, j'aurai une chaîne de restaurants. » Et puis, l'endroit, on ne fait même pas manger sur place. C'était minuscule, c'était un petit corridor. Il faisait de très bons sous-marins. Puis mon père rentrait dans l'auto, j'avais 10 ou 11 ans, puis il disait « Mais ce qu'il rêve, le mec, mais il fera jamais une chaîne de restaurants avec des sous-marins. Mais qu'est-ce qu'il rêve, il délire. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. » Puis aujourd'hui, il y a combien de restaurants Mike's à travers le Québec? C'est devenu énorme. Le premier Saint-Hubert barbecue qui a ouvert sur la rue Saint-Hubert, c'était une rôtisserie comme tant d'autres. Et aujourd'hui, il y en a jusqu'en Floride. Alors, mais ce sont des histoires d'hommes qui ont décidé de tout mettre, qui ont travaillé 80 heures semaine et puis qui avaient un rêve, qui avaient une vision. Et il ne faut jamais oublier, moi je dis souvent que la différence entre bien des criminels et des chefs criminels et des chefs d'entreprise, c'est ils n'ont pas eu la même éducation. Ils n'ont pas nécessairement eu les mêmes outils. Mais je pense que, sincèrement, que la plupart des chefs de bandes criminelles, ceux qui ont vraiment réussi, s'ils étaient nés à Westmount plutôt qu'à Saint-Henri, ils auraient probablement été PDG de grandes sociétés. Parce qu'ils avaient déjà ce leadership. Ils avaient déjà cette vision très mercantile, très capitaliste des choses et cette volonté de réussir. Je dis souvent à la blague, la différence entre Walmart et les Hells Angels, c'est que le corporate kill, c'est pas tout à fait la même chose. Pour les Hells Angels, c'est un peu plus littéral. Mais l'objectif est toujours le même, c'est d'éliminer la compétition. Il y a ce documentaire sur Walmart qui s'appelait The High Price of Low Cost et qui racontait comment les dirigeants de chez Walmart, quand tu t'établissais dans une petite ville, ils prenaient des paris à savoir, bon, quand on va faire faillite au quincaillier, quand la boucherie du coin va fermer les portes, quand c'était comme un défi. Il fallait ruiner les petits commerces de petites villes. Puis aux États-Unis, de façon encore plus cruelle. Alors, mais c'était ça les Hells Angels. Puis c'est ça quelque part la mafia. C'est ça le crime organisé. C'est qu'on veut le monopole. On ne veut pas. Pourquoi tu penses qu'il y a beaucoup de lobbies contre, par exemple, toute la légalisation du pari sportif par les gouvernements? Parce que tu viens jouer dans la talle du crime organisé. Tu viens carrément jouer dans leur poche. Et ça, ils n'aiment pas. Hein. Se faire voler par le gouvernement, ça, ils n'aiment pas. Hein. Déjà, se faire voler tout court, je pense qu'ils apprécient moyen, mais alors par le gouvernement, il ne faut pas déconner quand même. Ben, exactement. Il y a des limites. Juste avant d'enchaîner sur la prochaine question, je fais juste une petite aparté pour mes amis francophones d'Europe qui doivent s'étonner depuis 5 minutes en se demandant mais pourquoi est-ce qu'un mec qui veut ouvrir des restaurants fût-il, s'appellerait-il Mike, voudrait nous vendre des sous-marins. Alors, des sous-marins, ici, c'est des sandwichs. Hein, sachez-le, c'est normal, oui, mais ça surprend quand tu arrives. Non, je sais, oui. Quand tu vois la petite baraque à frites avec écrit « vente de sous-marins », tu te dis c'est un autre business. Oui, c'est tout à fait. Là, on parlait de la nouvelle génération et la nouvelle génération, notamment des Hells Angels, s'est invitée dans l'actualité très récemment. Je parlais de l'article il y a une dizaine de jours, mais alors là, encore plus récemment, je crois que c'est hier ou il y a 2 jours, au moment où on enregistre cette émission, on est le 16 avril, on a entendu parler d'un projet de casino qui serait implanté dans une réserve autochtone. Oui. C'est la réserve de Kanesatake, je crois, oui. Et qui serait allègrement financé avec les deniers de la nouvelle tête de pont des Hells Angels, dont, c'est marrant d'ailleurs parce que tu parlais un peu de l'embourgeoisement et tout, quand on voit la photo, puisqu'évidemment tous les articles sont illustrés,
On a franchement un bel homme, en costard, cravate, hyper chicos. Bon, je crois que la photo a été prise lors de son mariage, mais alors franchement, ouais, quand on la compare aux photos des Hells Angels ne serait-ce que du début du siècle, ouais, c'est un peu le jour et la nuit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Hells Angels, quand Sonny Barger crée les Hells Angels à la fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, les Hells Angels, c'était d'abord un escadron militaire de l'armée américaine. Des gens un peu comme dans Rambo, qui se retrouvaient, qui avaient piloté des jets d'enfer, qui avaient risqué leur vie, qui avaient fait des raids sur les lignes allemandes et qui se retrouvaient de retour en Californie, de retour chez eux, un peu paumés, parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'éducation. Oui, ils étaient bons avec l'artillerie lourde, ils étaient bons avec des avions, mais bon, on n'était pas à l'âge d'or de l'aviation. Et puis bon, piloter des jets guerriers, ce n'était pas piloter des courriers, des avions de passagers. Alors, ils se retrouvaient un petit peu entre deux chaises. Et puis souvent, c'est le cas des militaires qui reviennent d'outre-mer, qui reviennent d'une guerre, et encore c'est le cas aujourd'hui. Ils se retrouvent un peu comme délaissés par la société, comme ignorés. Alors, au départ, les Hells Angels, c'était une bande de voyous qui s'était dit, bon, ben, tant qu'à glander, hein, on va faire la fête, on va aller se battre dans les bars, on va aller prendre un coup, on va picoler, puis on va être une bande de motards, on va s'acheter des Harley Davidson. Et puis bon, c'est un peu l'image de Easy Rider, ceux qui sont plus vieux, qui ont vu le film avec Marlon Brando. Quel film. Et bon, ben, c'était l'image justement de sympathiques voyous qui quelque part étaient de bonne gens. Sylvester Stallone, son personnage de Rambo dans First Blood, c'était exactement la même chose. Le gars qui revenait du Vietnam et qui ne trouvait pas d'emploi, qui était paumé, et puis ben, que l'on traitait comme de la merde, et puis qu'à un certain moment saute les plombs. Ça c'est l'image que l'on a véhiculé au cinéma, que l'on a. Mais est arrivé les années 60-70, c'est arrivé les hippies et tout le mouvement d'amour libre, surtout la drogue, et les mouvements où ben là, on consommait du cannabis, et puis là, c'était du hashish, et puis là, c'était du LSD, et de la cocaïne, de l'héroïne. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vide. Et les Hells Angels, à un certain moment, dans les années 70, ont fait un virage. D'ailleurs, il y a une loi depuis, je pense que c'est au début des années 80, il y a dans les règles des Hells Angels, il y a une stipulation que tu dois éviter de te saouler la gueule en public. Tu dois éviter de prendre de la drogue en public. Tu peux faire la fête quand tu es avec tes frères, mais quand tu es en public, tu dois devenir un homme d'affaires irréprochable. Et tu dois avoir une apparence bien tenue. Le look, cheveux longs, barbe hirsute, ça, c'était le folklore. C'est ça, les ZZ Top, là, ce n'est plus le cas. C'est pour ça qu'ils ont l'air maintenant de jeunes garçons de bonne famille. Je reviens encore à cette image où on dit, écoutez, si on veut faire du business, ben, il faut avoir l'air d'hommes d'affaires. Il faut se comporter comme des hommes d'affaires. Il faut cesser de se comporter comme des voyous. On a des gens pour ça. On a l'équipe de football qui est l'équipe de tueurs. On a l'équipe de baseball qui est l'équipe de gens qui vont te tabasser si tu ne payes pas tes dettes. On a des gens pour faire les sales boulots. Mais à la tête de la hiérarchie, il faut se comporter comme des gérants de banque, comme des présidents et chefs de direction. Il faut se comporter de la même façon. Et c'est ça qui a changé. Et c'est ça aussi qui rend le travail des policiers plus difficile. D'épingler les petits au bas des pâquerettes, c'est une chose. Ils sont tellement évidents, puis souvent, ils ne sont pas très, très brillants. Mais de remonter en haut, ça devient de plus en plus problématique, de plus en plus difficile. Alors, d'autant, comme je le dis, plus ils sont en haut de la pyramide, plus ils ont des entreprises légitimes, plus ils ont des raisons sociales, plus ils ont des endroits où ils peuvent dire, ben, écoutez, voyez mes livres comptables, hein, ça balance, il n'y a pas de souci. Alors, on a changé la façon de faire. Et puis maintenant, de plus en plus, c'est quoi la mode? C'est la crypto-monnaie, ce sont les crimes économiques, c'est la pornographie sur Internet. Ce sont sur des trucs qui sont difficilement contrôlables parce que là, ça prend des policiers qui ont une autre formation, une formation quasiment d'informaticien, une formation pour aller dans le dark web, une formation pour dépister. Alors, on a changé la donne. Oui, il y a encore des revendeurs de drogue dans les cours d'école, il y a encore des petits tenanciers de bordel et de tripots, mais c'est de moins en moins le cas. Maintenant, ça se fait à un autre niveau, beaucoup plus difficile à détecter.
beaucoup plus difficile à enquêter parce que les ressources, parce que ça aussi, c'est l'autre problème, ce sont les ressources. Puis, je vais donner un exemple. À un certain moment, les corps policiers se sont dit, nous devons avoir des spécialistes d'enquête pour, par exemple, les crimes informatiques, les crimes de pédophilie sur Internet. En fait, tout ce qui touche le web. Nous devons avoir des gens que l'on va envoyer à l'université qui vont avoir des solides formations pour pouvoir débusquer les criminels qui se cachent derrière des claviers. Or, voici l'effet pervers de tout ça. Ces policiers vont gagner peut-être, en sortant de l'université, 125 150 000 $ par année. Ils vont rapidement être approchés par un chasseur de tête d'une grande banque, d'une grande institution financière, d'une grande compagnie d'assurance en leur offrant 350 000 $ pour venir assurer la sécurité de leur système informatique. Ça fait une différence. Alors, on a formé, avec l'argent des contribuables, des super flics. Et là, ben, ils viennent se faire débaucher par des entreprises privées qui préfèrent avoir des super budgets. Qui ont des super budgets et qui préfèrent avoir ces super flics pour surveiller leurs affaires plutôt que de se retrouver à la une des journaux ou des bulletins télévisés en se faisant dire, telle banque, telle compagnie d'assurance a été victime de piraterie informatique. Ça, c'est mauvais, c'est terrible pour l'image. Alors, on attend que ces mecs-là soient formés. Ce sont à la fois des policiers, des super policiers, qui ont des super formations. Et puis là, on leur dit, c'est quoi ton prix? Et qui se marre, ce sont, encore une fois, les brigands qui se disent, tiens, on l'a échappé belle, hein? Oui, c'est passé à ça. C'est passé à ça, oui, d'avoir un fauteur de trouble. Et puis, lui, il faut finalement, on sait où il est. Ouais, comme quoi. Avant de conclure l'émission, je voudrais en profiter du fait que j'ai l'un des plus grands spécialistes sportifs du Québec sous la main. Et la première question va faire le lien. Moi, j'ai dans l'image de la pègre en général, j'ai souvent eu l'idée que le sport servait à cadrer les foules, à calmer les foules et à rendre acceptable ce qui n'était pas forcément. Alors j'ai quelques exemples. Des exemples en général dans des petites villes, voilà, où le club de football, j'entends football à l'européenne, ça ce sera ma deuxième question. Le football à l'européenne était souvent, on va dire, le club était financé pour que les gens aient leur quart d'heure, leurs 90 minutes de bonheur toutes les semaines par la mafia locale. Et évidemment, l'exemple maître, c'est le Naples. Le Naples de Maradona, où en gros, il pouvait se passer tout ce qu'on voulait à Naples, tant que le Napoli gagnait avec Maradona à la tête. C'était fou. Dans l'histoire de la pègre au Québec, on retrouve un petit peu cette présence dans le sport ou pas du tout? Je dirais qu'elle était davantage perçue dans la boxe et dans les sports de combat. Parce que pour les sports professionnels nord-américains, c'était beaucoup plus compliqué. La façon dont les ligues professionnelles sont encadrées, c'est très différent. En Europe, vous avez des fédérations sportives. Vous avez, par exemple, en France, il y a 2 clubs de foot dignes de ce nom, et puis les autres, ils essaient de gagner un match une fois de temps en temps. Même chose en Espagne. Non, je ne dis pas de façon péjorative. Oui, tant que tu cites le mien, ça ira. Non, c'est ça, mais bon, le PSG fait partie de ces 2 clubs-là. Mais ce que je veux dire, en Allemagne, c'est pareil. Il y a peut-être juste en Angleterre où là, il y a plus de compétition. Mais les grands clubs peuvent toujours finir par aller chercher les grandes vedettes, acheter les grandes vedettes. En Amérique du Nord, c'est beaucoup plus encadré parce que c'est pas la Fédération internationale de hockey sur glace qui légifère la Ligue nationale de hockey. La Ligue nationale de hockey, c'est un club privé qui est dirigé par les propriétaires d'équipes. Même chose pour la NFL, la National Football League, qui n'est pas du tout... NBA, pareil. NBA, pareil. La Fédération internationale de basket n'a rien à dire sur ce qui se passe dans la NBA. C'est une entreprise privée. La MLS est un peu gouvernée par la FIFA, mais tellement peu que Si j'arrive avec un énorme chèque et quelque chose d'un petit peu crédible, je peux monter mon équipe, quoi. Ouais. Alors, souvent, la boxe était plus vulnérable. Pourquoi? Parce que, c'était justement des milieux plus populaires où il y avait aussi plus d'argent qui se pariait et plus de prêts usuraires. J'ai vu dans des galas de boxe, des usuriers qui se promenaient avec des 5 000 $ dans leur poche et puis qui prêtaient de l'argent à des pauvres mecs qui gageaient sur tel et tel boxeur. Et puis, l'autre truc qui arrivait, c'est que les boxeurs, lorsqu'ils devenaient passés date,
devenaient de bons soldats pour la mafia, pour le crime organisé. Il y a la triste histoire d'un champion ici qui s'appelait Eddie Mello, qui à un certain moment devenait carrément une mule pour la mafia italienne, passait de la drogue du Canada aux États-Unis ou de Montréal à Toronto, et qui finalement a été victime d'un règlement de compte parce que, non seulement il était une mule, mais après avoir été un grand champion canadien, s'est retrouvé lui-même un consommateur effréné de cocaïne. Alors, il y a eu des histoires très tristes comme ça. Encore là, il y a eu un ménage qui s'est fait au fil des ans pour toutes sortes de raisons, parce que notamment, il y a eu une régie qui s'est installée, qui était incorruptible, qui a établi des règles beaucoup plus strictes. On a fait le ménage, mais quand j'ai commencé ma carrière au début des années 80, c'était le folklore. C'était les Hells Angels et la mafia étaient dans le ringside. Hein. On pouvait voir. Puis pendant les combats préliminaires, c'était leur sous-fifre qui réchauffait leur siège. Mais quand arrivaient les combats principaux, là, les grands patrons venaient s'installer avec leurs nanas, et puis on voyait qui dirigeait, et tellement que dans les galeries de presse, les flics de tous les corps policiers prenaient ce qu'on appelait les albums de famille pour voir qui était assis avec qui. Mais et qui parlait avec qui. C'est vrai parce que moi, je suis pas du tout spécialiste comme toi. Hein, j'ai pas du tout étudié ça, mais donc mes seuls véritables rapports avec la mafia et la pègre, c'est les films. Et oui. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, dans tous les films de pègre qu'il y a, on va dire les 2 premiers tiers du XXe siècle, à chaque fois, on a des matchs de boxe et avec les grands patrons qui sont autour, si ce n'est effectivement tout près du ring, premier ou deuxième rang, pour se faire voir, super bien habillés, et souvent les flics qui sont de l'autre côté de la salle, tout au fond, avec des appareils photo ou simplement de quoi guetter pour essayer de choper. Oui, et puis en plus, la boxe, c'est un phénomène assez exceptionnel parce que la boxe, il y a un cinéaste québécois qui me disait, Pierre Falardeau, qui me disait, Charles-André, la boxe, c'est la tragédie grecque sur toute son essence, tabarnak. Puis il avait raison. C'est un héros et un vilain. 2 hommes quasiment nus sur le ring. Il y en a un qui sort de là avec les grands honneurs, l'autre le déshonneur. Et la foule va acclamer. C'est viscéral. T'as beau être un intellectuel, t'as beau avoir plein de doctorats, t'as beau être élevé dans la Ouate, dans les quartiers les plus huppés de Montréal, de Paris ou de New York. Ça vient de chercher au trip. D'ailleurs, c'est fascinant parce qu'il y a une faune à la boxe que tu ne vois pas dans les autres sports. Tu vois, oui, effectivement, les bandits, tu vois effectivement les policiers, mais tu vois aussi les vedettes de la télé, du cinéma, les grands comédiens, ils sont là, ils veulent se faire voir. Tout le monde veut se... Et il y a une chose que les criminels aiment, c'est se faire voir et avoir des selfies avec les grandes vedettes de l'heure. Que ce soit un chanteur, que ce soit un comédien, que ce soit un grand réalisateur de films, que ce soit un politicien. Combien d'artistes et des personnalités publiques se sont fait photographier à leur insu avec un bandit en se pensant que c'était tout simplement un fan. C'était tout simplement parce que pour eux, c'est un trophée de chasse. C'est une façon de dire, hey, moi, ce mec-là, moi, je le connais. Moi, j'ai été photographié avec. Il me connaît. Alors, l'ego humain est toujours quelque part pas très loin dans tous les comportements, qu'ils soient légitimes ou criminels. Franchement, c'est vraiment passionnant et à chaque fois, on en revient comme beaucoup d'histoires. C'est un peu l'histoire de la vie. Ma deuxième question sur le sport, et ce sera ma dernière question parce que tu m'as déjà accordé vraiment, vraiment beaucoup de temps et c'est super sympa. Alors, celle-ci a rien à voir, mais alors rien à voir avec la pègre, mais ça reste une énorme question existentielle pour moi. Vas-y. Football. Oui. Foot. Ballon rond ou ballon ovale? Oui, mais c'est pas tant le ballon qui me pose un problème, c'est le mot foot. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle en Europe le football, c'est un jeu qui se joue avec les pieds et avec un ballon. Football. Oui. Ici, ce qui s'appelle le football se joue principalement, parce que on va dire, c'est un peu comme le rugby, il y a un peu du hockey, mais principalement avec les mains et un ballon. Alors oui, le ballon est ovale, mais c'est un ballon, ça, il n'y a pas de souci. Alors, les origines du football nord-américain, qu'il soit canadien ou américain, c'est le rugby. Et le rugby lui-même, n'oublie pas, c'est un dérivé du soccer, du football. Tu connais l'histoire? C'est la Soule, c'est ça? Non, c'est à l'université de rugby. Il y avait un match de foot entre deux clubs, et puis le club local, le club de rugby, se faisait vraiment lessiver. Genre 7-0. Et à un certain moment, un jeune, comment dirais-je, Péquenot a décidé de prendre le ballon dans ses mains et de courir avec le ballon jusqu'au but adverse
et le foutre dans le but adverse. Il n'y avait plus rien à foutre. Les arbitres avaient beau siffler, les joueurs avaient beau tenter de le tacler, ils les repoussaient. Et lui avait décidé, une jeune tête folle. Lui, c'est un bon candidat pour la pègre. Hein. Mais lui, il y a quelqu'un qui a dit, hey, il y a peut-être de l'idée à avoir un jeu un peu différent du football. Et c'est comme ça qu'est né le rugby. Et le rugby a rapidement, puisque nous étions une colonie anglaise, été importé ici en Amérique du Nord. Et il y a eu des changements, des variants. Des évolutions, ouais. Des évolutions. Au début, par exemple, au Québec, on jouait, je crois, avec 12 joueurs. En Ontario, c'était 14. Dans les Ouest canadiens, c'était 15. Aux États-Unis, c'était 13. Et puis là, c'était plus vraiment du rugby. On peut faire des passes, mais pas par en avant, des passes par en arrière. Puis là, il y a eu la passe latérale qui était acceptée, puis la passe en avant. Et là, ça a changé. Puis à un certain moment, c'est un sport qui était devenu tellement violent par rapport au foot européen qu'il y avait des morts. Et à un certain moment, je pense au début du 20e siècle, où le gouvernement américain a menacé d'interdire la pratique du football parce que c'était trop violent. Alors là, il a forcé tout le monde, c'était surtout les universités, à se concerter et à adopter des règles uniformes. Et au Canada, on allait suivre évidemment un peu plus tard, mais le Canada étant différent des États-Unis, d'abord, ils ont adopté les 4 essais et les équipes à 11 joueurs sur le terrain. Nous, on a gardé les 12 joueurs sur le terrain plus long, plus large, et avec 3 essais plutôt que 4, donc 2 essais, soit par la passe, soit par la course. Puis le troisième, si tu n'as pas gagné tes diverges, tu bottes le ballon. Alors, c'est pour ça que c'est devenu le football, parce que les Anglais se sont appropriés l'expression, parce que pour eux, c'était ça, le football. Et c'est resté dans les mœurs. Et c'est pour ça que je pense que même à l'époque, pour les Anglais, le football, c'était le soccer. Et c'est ce qui est arrivé ici en Amérique du Nord. Et encore aujourd'hui, on va parler de soccer. Et même. Encore. Ben oui, on parle encore de soccer. Et encore là, je vois juste derrière toi, bon, on n'utilisera pas l'image, mais tu as une écharpe de feu l'Impact de Montréal. Oui. Donc le grand club de foot qui est assez connu en Europe, parce que plein de joueurs, plein d'entraîneurs français, des joueurs français ou des joueurs francophones. Je pense notamment à Didier Drogba. Oui, Thierry Marseillaise, puisque je te le glisse comme ça, mais moi, mon club, c'est l'OM. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça faisait partie des 2 dont tu parlais en France, bien évidemment. Évidemment. Il y a déjà eu Saint-Étienne, mais ils avaient un certain Platini. Oui, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que ça jouait bien à Saint-Étienne. Qu'est-ce que ça jouait bien. Et donc, tout ça pour dire que l'Impact de Montréal vient de faire une grosse opération de communication, puisqu'ils se sont complètement rebaptisés, ils ont changé le logo, la couleur du maillot, et tout ça et tout. Et maintenant, ils s'appellent le Club de foot de Montréal, donc presque crime de lèse-majesté en Amérique du Nord en s'appropriant le mot football. Ben, c'est parce que il y a des fans purs et durs, puis je pense que je l'ai vu pour avoir assisté à des matchs de foot en Europe. Il y a des fans qui sont, comment dirais-je, qui résistent à tout changement, à tout cran. Je pense que si Paris Saint-Germain osait changer son appellation, il y aurait des émeutes en France. Ah ben, il y a qu'à voir, dès que quelqu'un touche au logo et Paris Saint-Germain, c'est arrivé il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, et franchement, c'était léger comme changement, mais ça a fait 6 mois de polémique. Ben exactement. Alors, c'est certain que... Attends, c'est la France. Oui, mais n'oublie pas que le Québec, c'est pas très loin de la France. Je dis souvent, on est le village des Gaulois d'Astérix. La différence, c'est que nous, on ne t'approche pas les Romains, c'est les Anglais. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais nous sommes les irréductibles ici, alors en pays conquis. Mais alors oui, nous sommes aussi capables de ruminer et de régimber allègrement. Ne t'inquiète, tu vas le voir, ça fait pas assez longtemps que tu es ici. Oui, faut me laisser encore le temps, mais j'ai pu apercevoir quand même si, sincèrement, ça m'a l'air extrêmement soft par rapport à ce que j'ai connu. En même temps, les dernières années sur Paris étaient un poil hystériques. Charles-André, je te remercie énormément. Je pense qu'on a dû passer une bonne heure ensemble. On aurait pu continuer comme ça pendant encore des heures. Surtout que, donc, si j'ai bien compris, Pègre QC, le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis. Oui. Je mettrai tous les liens en commentaire du podcast et sur le site internet, mais sinon, c'est aux éditions Ada et dans la collection Monarque. Et donc, tu nous prépares le tome 3 et le tome 4. Oui, le tome 3 qui doit sortir en principe à l'automne et le tome 4 qui est prévu pour janvier 2022. Alors...
Et pour que tout le monde se rende à peu près compte que le fait que c'est pas usurpé de faire toute une émission juste sur la pègre, chaque bouquin fait à peu près combien de pages? À peu près 300 quelques pages. J'ai perdu le fil. Enfin, non, je pense que c'est plus que 400 pages. C'est plus que 400 il me semblait que c'était plus que 400. Ouais. Donc voilà, 400 pages. Ouais. Il y a de quoi s'amuser avec la pègre ici. Hein. Ah, ben, je pense, parce qu'aussi, les liens sont de plus en plus internationaux. Alors, le crime organisé est mondial. N'oublions jamais qu'il a des ramifications, que tout est relié. C'est comme dans le business en général. Hein. On ne travaille plus en silo. Mes bouquins sont disponibles 6 mois après publication au Québec, en Europe, via la FNAC. Alors, on ne travaille plus en silo. Je suis vendu en France, je suis vendu dans la francophonie. Et puis, ben, c'est ça. Le business, maintenant, c'est plus l'époque où on vendait dans le village, dans son petit territoire, dans son petit bled. C'est sûr que c'est un poil changé. Et d'ailleurs, dans l'émission que j'ai citée tout à l'heure avec Éric Bédard sur l'histoire du Québec, à plusieurs reprises dans l'émission, on a quand même convenu que l'histoire était... il y avait tellement de rebondissements dans l'histoire du Québec que franchement, ça pourrait faire, avec un bon scénariste et un bon réal, ça pourrait faire une super série sur Netflix. J'ai un peu l'impression, en plus toi, ce scénario, je crois que tu connais un petit peu, Oui. Il me semble qu'il y a, avec Pègre QC, il y a de quoi faire aussi une super série. Et les séries ici, ils savent faire. Voilà, ils n'ont pas forcément besoin de Netflix, ils savent vraiment faire. Il y a énormément de très bonnes séries québécoises. Il y en a aussi quelques-unes sur le site. Mais je te donne un scoop, j'ai déjà des producteurs qui m'ont approché qui sont intéressés à faire une version télé de Pègre Québec 1, 2 et éventuellement 3, 4. Franchement, je suis sûr que ça va cartonner, ça peut être super. Raison de plus pour te remercier encore de ton temps parce que, voilà, même ça, t'as ça comme projet, donc t'es quand même super occupé. Merci beaucoup, Charles-André. C'était un vrai bonheur. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler et notamment peut-être pour approfondir le sujet sport, hein, parce que on a 3 trucs à se raconter, je crois. Au plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Jean-Michel. Ciao. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fais-tu-frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. J'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.